C'est le dernier dimanche du mois d'avril 1992 que Danny Mfonga voit le jour. Sa ville natale, qui abritera également plus tard une bonne partie de son enfance, est située dans le département des Trois-Lettres, notamment à Baganté, à l'ouest de Cameroun. Dès son jeune âge, Danny est imprégné des valeurs traditionnelles de ses parents, qui toute leur vie se sont voués aux travaux agricoles. Ceci constituait d'ailleurs l'essentiel de leurs revenus, qui leur ont permis d'offrir une éducation digne à leur progéniture. Ses premiers pas dans l'enseignement primaire, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, au groupe scolaire bilingue La Source, qu'il les effectue. Il continuera son parcours secondaire au lycée de Nilon Dokpassi, duquel il sortira avec un baccalauréat A4 série espagnole, avec philosophie et langue comme spécialisation. Celui-ci lui permettra de faire son entrée à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, de laquelle il sortira avec le diplôme d'études supérieures spécialisées, option administration fiscale. Dans sa tendre enfance, le jeune auteur du roman Retour au village se nourrit le rêve de faire carrière dans le sport, le football notamment. Amateur de manga et de bandes dessinées, il a plusieurs fois fait le tour de la collection dont disposait son père. Puis, peu à peu, il s'est découvert une passion pour l'écriture. Son premier ouvrage, il l'intitule « Retour au village ». Un retour qui ne se veut pas que physique, mais bien plus. La spiritualité est ce qui porte l'âme de ce roman, plein d'enseignements. Pour Danny Mfonga, le village est symbolique et fort représentatif dans le contexte africain. Sa terre natale lui en a tellement donné et continue d'ailleurs de le faire qu'il est important de le lui rendre. Ce qui ne peut être fait que si l'on change de paradigme, de référentiel. Selon l'auteur, notre conception du village doit être revue et corrigée. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà connaître le village en question. Sur son ouvrage, la première image qui marque est celle d'un minibus, chargé jusqu'à son sommet, avec une sorte de panier ovale, tissé à la main et très souvent destiné au transport du bétail, tels que des poules et cochons, comme on les a souvent vus dans notre tendre enfance. À la question de savoir pourquoi ce choix, il déclare que la couverture fait partie intégrante du livre et la lecture, tout comme l'analyse de ce dernier, débute par des éléments de couverture. Retour au village est un voyage et il était important de planter le décor et annoncer les couleurs de la grande aventure. Une aventure riche en couleurs, animée par des personnages aussi fascinants les uns des autres. Son aventure à lui dans l'Hexagone, Danny Mfonga la débute il y a quelques années, dans la ville de Hof, dans l'état de la Bavière au sud de l'Allemagne. Allé dans ce pays afin de poursuivre ses études, Danny exerce aujourd'hui l'activité d'assistant de recherche dans le domaine du droit appliqué aux technologies de l'information, au développement durable et à la compliance. Nous souhaitons donc la bienvenue à Danny Mfonga dans Balade littéraire. Balade littéraire, le livre. Tu entres un peu en matière, bon je vais peut-être pas donner, livrer déjà tout le contenu du livre. Moi j'ai eu le privilège de le lire de bout en bout. Je vais donner quelques petits, je vais évoquer ici quelques petits extraits, évidemment pour qu'on puisse échanger là-dessus. Alors déjà pour l'histoire, c'est un jeune homme qui s'appelle Takwa. Voilà. Qui, on va déjà dire c'est le personnage principal. Et tout part du fait qu'il, je ne sais pas comment je vais formuler ça, mais il a ce besoin de bien parler sa langue, c'est ça? Parce qu'il se retrouve en
pendant les grandes vacances au village, justement, à Nciteux. Voilà, et il est un peu frustré, même peut-être très frustré du fait que, voilà, il n'a pas pu bien s'intégrer dans un groupe. Il y avait des petits-enfants de son âge qui jouaient, mais qui, à la fin, se sont moqués de lui parce qu'il ne parvenait pas à bien s'exprimer. Exactement. Bon, voilà, donc tout part de cette frustration-là où il dit, bon, je voudrais bien parler aussi ma langue, sa langue, qui est le Menzumba, et pour lui, il se disait que c'était le seul élément dont il avait besoin pour s'intégrer dans ce groupe-là. Sauf que, on va mettre les points de suspension parce que c'est très intéressant. On ne va pas tout voilà, dévoiler ici, mais déjà, à travers cette entrée en matière dans le livre, je voudrais quand même te demander, est-ce qu'il s'agit de l'histoire de Dany? Est-ce que Dany s'est retrouvé dans ces situations-là un jour dans sa vie? Autrement dit, est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce qu'il y a un peu du Dany dedans ou alors... Pas du tout. Pas du tout. Ou alors pas du tout. Bon, je voulais te compléter la question. Exactement. Parce que voilà, c'est une question qui me revient très, très fréquemment. Toutes les personnes qui jusqu'ici ont lu l'ouvrage et qui m'ont fait un retour ont toujours posé la question de savoir, est-ce que c'est toi le petit Takwa? Pour mille et une raisons. Bon, est-ce que c'est une autobiographie? Non. Non. Il ne s'agit pas d'une autobiographie parce que Dany, lui, contrairement à Takwa, Dany a connu une trajectoire différente, une trajectoire littéralement opposée même. Dany, lui, il est né et il a grandi au village. Ah d'accord, voilà. D'accord, ouais, ça ne pourrait absolument pas être son histoire, c'est sûr. Donc c'est ça. D'accord. Mais est-ce que Dany a eu déjà à faire partie de l'autre groupe? C'est-à-dire de ce groupe des enfants. Est-ce qu'il était du côté des enfants qui chambraient ceux qui venaient de la ville parce qu'ils ne pouvaient pas parler un mot? Donc, est-ce que tu as été plutôt de l'autre côté? Tu as frustré un Takwa, par exemple, lorsque tu étais tout petit? Vous savez, les enfants font parfois des choses sans même se demander, sans même mesurer la portée des actes qu'ils posent. Donc, est-ce que j'en ai frustré certains? Peut-être pas intentionnellement. Oui, évidemment, quand on est petit, voilà, on le fait. Peut-être pas intentionnellement, mais il m'est déjà arrivé de dire à plus d'un que bon voilà, tu es là, tu ne sais même pas parler, tu dis que tu viens en vacances, nous parler ton français là. Va parler ça en ville là-bas. Nous, ici, ce n'est pas ça. Donc, il m'est arrivé plus d'une fois de le dire à plus d'un enfant. Et puis, bon, on le faisait pour rire. C'est pareil que dans l'ouvrage. Dès que les enfants disent à Takwa, mais tu ne sais pas parler, ils s'en vont en riant. Exactement. Et puis c'est fini, c'est passé. Donc, j'ai certainement dû faire naître beaucoup de frustration en de nombreux Takwa. D'accord, d'accord. Peut-être que j'ai aussi été une Takwa à un moment donné de ma vie, qui sait. Peut-être aussi Steve. Donc, mais en fait, c'est pas méchant. Je sais que les enfants, généralement, ils le font pour s'amuser. C'est pas quelque chose où ils veulent intentionnellement faire du mal. Bien au contraire. Parce que, permets-moi, Ghislaine, à défaut d'être personnellement un Takwa, j'ai la conviction que, voilà, autour de nous, il en existe des milliers. Ah oui, bien sûr. Il y a tellement de personnes qui ont vécu ce qu'a vécu le petit Takwa. Peut-être ça n'a pas suscité en eux les mêmes émotions, mais j'en connais plusieurs dans mon entourage direct. Après avoir publié l'ouvrage, il y a des amis, il y a des lecteurs qui m'ont dit je vais te faire une confidence, j'ai vécu pareil. On m'a moi aussi traité d'étranger. Exactement. Et les réactions peuvent être différentes. Et les réactions sont différentes, mais bien sûr, les réactions sont différentes parce que certaines personnes se disent tu me traites d'étranger, moi je n'en ai rien à foutre, moi ça m'est complètement égal. Et d'autres se sentent aussi blessés et rejetés que cela a été Takwa. Donc, ce peut être un tournant pour certaines personnes et je pense qu'il est important de souligner cela. D'accord, d'accord. En tout cas, dans le cas de Takwa, ça a été plutôt un réveil. C'est-à-dire que pour lui, voilà, une autre personne pourrait peut-être chercher à fuir, comme il a peut-être essayé de le faire au départ. Exactement. Mais ce n'est pas toujours la solution finalement. Non, ce n'est pas toujours la solution parce qu'il s'est dit, voilà, quel que soit ce que vous dites, je suis d'ici, je me revendique comme étant d'ici et je vais vous le prouver. Exactement. Et ça, on va mettre les points de suspension parce que je vous assure, vous gagnerez à lire ce livre. En tout cas pour moi, il m'a changé sur beaucoup de plans. Il m'a appris tellement de choses. J'ai appris tellement de choses et je suis sûre que ça vous ferait plaisir aussi de découvrir tout ce qu'il y a
comme information dans cet ouvrage, au-delà de l'histoire qui est très bien écrite, hein, je me suis retrouvée vraiment dans la littérature pure. Le style d'écriture, en tout cas, ça m'a rappelé des Flaubert, ça m'a rappelé des livres que j'ai lus quand j'étais encore sur les bancs. Franchement, chapeau quoi. C'est pas pour te flatter, mais je pense qu'il faut apprécier aussi au-delà de ce qu'on a pu gagner comme information, le style, voilà, l'usage des mots, le choix des mots, les phrases. Enfin, personnellement, j'étais subjuguée. Merci beaucoup. Donc maintenant, pour rester dans le cas du retour au village, parce que, voilà, quand moi, par exemple, lorsque j'ai lu le titre, je me suis dit, oui, retour au village, ça va certainement être quelque chose de plus physique, c'est-à-dire quelqu'un qui va au village, raconter ce qu'il a vécu, mais c'était un peu plus, selon moi, d'après ce que j'ai pu voir. Et maintenant, si je me tiens à ce que tu as donné comme information dans le livre, je vais prendre le cas par exemple de Takwa. Il avait un oncle qui était assez intéressant, oncle Tangi. Bon, il appelait tonton Tangi. Par contre, c'est même pas son oncle, c'est son cousin, c'est ça. Exactement. Mais bon, dans le contexte africain, avec le respect, il appelait tonton. Alors, tonton Tangi qui avait une manière particulière de l'amener à réfléchir lui-même, à trouver les réponses à ses questions. Il fait partie du groupe des Ngum, c'est ça. C'est ça. Voilà, alors... Maintenant, je voudrais un peu, justement, à travers oncle Tangi ou tonton Tangi, j'ai pu percevoir un peu les choses différemment. C'est-à-dire, il ne suffit pas, puisque il veut apprendre la langue, il va apprendre le Menzumba, mais tonton Tangi lui dit que ce n'est pas qu'en apprenant la langue que tu t'en sortiras. C'est un peu plus. C'est-à-dire que, exactement. Beaucoup plus que ce que tu ne l'imagines. Voilà, alors c'est de ça que je voudrais parler avec toi. Je vais prendre un exemple. Si moi, c'est vrai que je suis métissée, je suis du centre et de l'ouest. Bon, mon village de l'ouest, ce n'est pas une citeux. Ouais. Disons que je nais en citeux, par exemple, mais je n'ai pas des racines en citeux. Je grandis en citeux, je parle la langue, mais est-ce que je serais considérée un jour comme citeux? Parce qu'ici, tu dis, il faut connaître l'histoire, par exemple, du lieu que tu occupes, de l'espace que tu occupes, mais est-ce que ça suffirait? Puisque là, je parle la langue, je connais l'histoire, parce que oncle Ntangi lui a dit qu'il faut connaître l'histoire. Mais est-ce que c'est suffisant pour que je sois considérée comme quelqu'un d'un citeux, par exemple? Oh, Ghislaine, je vais emprunter un peu à la méthode de tonton Tangi. Alors là, tu veux me mettre au travail. que tu as tantôt vanté. Tu sais, dans l'ouvrage, Takwa vient, dès qu'il rencontre tonton Tangi, il lui dit, je veux apprendre la langue. Parce qu'une fois que je l'aurai apprise, je pourrai leur montrer à tous que je suis un digne fils d'un citeux. Exactement. Et tonton Tangi lui dit, je sais ce que tu veux, mais rassure-toi que la langue seule ne suffit pas. C'est bien plus que ça. C'est un ensemble constitué de plusieurs éléments. Et la langue n'est qu'un élément du tout. Tout comme l'histoire. L'histoire est également un élément du tout. Ça veut dire que, si je te renvoie la question maintenant, je te dis, Ghislaine, est-ce que si le petit Takwa avait approché son cousin et lui dit, voilà, je veux apprendre l'histoire de Citeux parce que je pourrais la réciter, et au sortir de là, on me considérera comme un digne fils de ce pays. Je me permets d'utiliser l'expression pays parce que voilà, en Afrique, notre pays, dans le sens africain du terme, c'est ça, c'est pas les limites que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Donc c'est tout autre chose. Donc quand je dis pays, on comprend où je veux en venir. Donc si c'était rapproché de tonton Tangi en disant voilà, en connaissant l'histoire de ce pays, je pourrais me présenter comme un digne fils représentant, un digne fils de ce pays, je pense que tonton Tangi lui aurait renvoyer la même réplique. Non, ça ne suffit pas. C'est bien plus que ça. Il ne suffit pas, pour revenir justement à ta question, il ne suffit pas d'être né en Situn. Si tu nais en Situn, supposons que ça c'est hypothétique, c'est tout hypothétique. C'est tout hypothétique. Tu nais en Situn de parents venus d'ailleurs et qui se sont installés en Situn. Est-ce que le fait d'être né là-bas, de connaître la langue de Situn, de connaître l'histoire de Situn, fera de toi une citoyenne de Situn entièrement à part et non une citoyenne à part entière? Moi, j'ai envie de te répondre en te disant oui. Pourquoi? Parce que Situn t'aura
accepté, Oui. si tu t'auras adopté, et désormais, tu ferais entièrement partie de tous les citoyens et citoyennes avec tous les droits que ça comporte. Ouais. Maintenant, si au-delà, tes parents te disent que voilà, ici, ce n'est que l'endroit qui t'a vu naître, Oui. et tes parents te disent, au-delà de cet endroit, il y a un autre dont nous procédons. Pour toi, ce sera un plus, pour toi, ce sera une richesse. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe avec l'une de nos personnages dans l'ouvrage, Oui. dont les parents, qui elle aussi est métissée comme toi, et dont les parents proviennent d'un site d'une part, Exactement. Oui. et d'une autre région du pays d'autre part. Mais ça ne lui empêche pas de revendiquer elle aussi son appartenance en site. Ouais. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il est ici question de dire, voilà, le fait pour nous de maîtriser une langue ou bien une histoire seule, ces faits-là ne suffisent pas pour revendiquer une appartenance à un quelconque groupe Ouais. ou s'identifier à un quelconque espace géographique. Exactement. C'est bien plus que cela. Il faudrait que, au fond de soi-même, qu'on se sente connecté à cet endroit, qu'on se sente connecté à ce lieu. Et je pense que c'est cette connexion-là qui a poussé le petit Takwa Ouais. au sursaut. Il aurait pu se dire, non, je ne suis là que pour les vacances. Par exemple. Je Ouais. ne suis là que pour les vacances. Mais il a dit non, ici, c'est chez moi. Ici, c'est mon village. Si mon village me vomit, si mon village me rejette, vers qui vais-je me Vais-je me tourner? tourner, exactement. C'est ça la question. Une fois qu'on a trouvé le village, si on n'est pas capable de s'identifier à ce village-là, alors il y a problème parce que le village, il est identitaire. Ouais. Ça veut dire qu'on aura perdu un élément clé de son identité, l'élément fondamental même de son identité. Et ça, c'est dangereux. Oui, c'est vraiment... Malheureusement aussi, beaucoup de parents ne s'impliquent pas. C'est un peu ce que j'ai... Du moins, c'est une réalité que j'ai encore plus touché du doigt à travers ce voyage dans ce livre-là. Parce que j'ai pu effectivement comprendre que les parents de Takwa ne s'y mettaient pas forcément à fond. Et je me suis quelque part reconnue aussi dedans. Parce que justement, quand on a des parents qui ils se disent, bon, d'accord, c'est pas grave, on va parler... avec la langue étrangère à la maison. Oui. Après, ça s'en va. Heureusement qu'à un moment donné, ils ont pensé qu'ils pouvaient nous envoyer au village. Et c'est là, à travers nos grands-parents, qu'on a pu vraiment apprendre un peu plus. Mais peut-être aussi, les parents devraient s'en inspirer pour savoir qu'il est important de se mettre à fond dans l'éducation de leurs enfants en regardant cet aspect-là. Exactement. C'est-à-dire en les impliquant un peu... Tu sais, mon avis personnel sur la question, c'est que voilà, aujourd'hui on se dit tous, il faut qu'on apprenne notre langue. Ouais. Il faut qu'on l'apprenne, c'est une nécessité, c'est un impératif. Mais j'ai une question que je pose quand on nous dit c'est un impératif, je demande juste, ok, dans quel intérêt doit-on l'apprendre? Est-ce qu'on doit l'apprendre juste pour l'apprendre ou il y a un autre intérêt? Parce que voilà, dire non, il faut l'apprendre pour la connaître, pour moi, ça devient léger. Parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes des milliers de Camerounais, de jeunes Camerounais, à se mettre à l'étude des langues étrangères. Exactement. Pour ceux qui se retrouvent en Allemagne, comme nous savons tous ce par quoi on passe, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui, nous avons appris l'allemand juste pour apprendre? Je ne pense question. pas. Ce n'était pas juste pour apprendre. C'est parce qu'on s'est dit, voilà, je vais aller étudier en Allemagne. Ouais. Pour étudier en Allemagne, il faudrait que je parle allemand. Je veux travailler en Allemagne. Pour travailler en Allemagne, il faudrait que je parle allemand. Exactement. Et observons un peu ce qui se passe avec une autre langue, la langue chinoise, qui il y a quelques années n'intéressait personne. Oui. Mais aujourd'hui, elle est en train de s'imposer. Ouais. Aujourd'hui, si tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu choisis le chinois plutôt qu'une autre langue, la réponse va te faire sauter aux yeux. La personne te dira, parce que la Chine est puissante, parce que la Chine a des ouvertures, parce que la Chine m'offre des possibilités. Donc, il est question pour nous aujourd'hui de sortir de notre sommeil et de nous dire, on doit franchir un cap, on doit franchir le cap du pourquoi, on doit être capable aussi de faire entrer nos langues dans cette sphère-là.
ce n'est plus juste, je ne dois plus juste apprendre pour parler avec les parents à la maison et tout. Exactement, il faudrait que ce soit vraiment, la motivation soit vraiment plus costaud, plus consistante. Plus consistante. Oui. Je ne veux pas me prêter à des mots ou bien à des jeux quelconques, mais bon, il est important pour nous de se dire que la culture, on ne la connaît pas juste pour la connaître, on la transmet plus juste pour la transmettre. C'est une valeur, Oui. et c'est une valeur qu'on doit exploiter. C'est une valeur dont on doit se servir, c'est une valeur qu'on doit utiliser. C'est un élément de fierté, en fait. Et maintenant, si cet élément-là, on le bafoue, alors on est... j'emprunte un thème dans l'ouvrage, on est tout simplement un mort-vivant culturel. Parce que voilà, la nature, comme on le sait, la nature a horreur du vide. Exactement. Si je dis, mon origine, je la rejette, il faudra, d'une façon ou d'une autre, que je me rattache à une quelconque autre origine. Exactement. Ce sera soit celle de quelqu'un d'autre, soit... Mais, au fond, ce ne sera pas la mienne. Et il manquera toujours un petit quelque chose. Donc, je ne veux pas m'étendre sur la définition du mort-vivant culturel ou bien sur... la culturation, le terme utilisé par l'une, on va dire, des personnes ou l'un des personnages du roman. Mais effectivement, et puis c'est important, ça c'est clair, qu'il faudrait qu'on sache pourquoi on veut vraiment parler une langue. Exactement. Ça ne devrait pas être juste parce que bon, je viens d'un site, je vais parler d'un site, c'est oui, parce que je veux pouvoir m'exprimer avec la population, parce que je veux pouvoir vivre sans avoir à être chambré parce que je ne parle pas bien. Ça devrait être quelque chose de plus consistant. De bien plus consistant, de bien plus puissant. On doit comprendre que la langue n'est pas seulement un élément de communication. La langue est aussi un élément d'expression de sa puissance, d'expression de sa force. Et aussi longtemps que pour nous, la langue, ce sera, bon voilà, que je la parle ou pas, c'est pas un problème. Ce sera justement un problème. Exactement. Ce sera justement un problème. Et parlant justement de moyens de communication, ça me vient, enfin, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. J'espère que je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre. Je suis tellement excitée juste à l'idée de parler de ça que je vais quand même essayer de me retenir. Mais je sais que par exemple, le personnage principal, Takwa, il a fait une rencontre. Je vais dire, il a voyagé avec un papa Mbezika. Papa Mbezika, voilà. Exactement. Et qui lui a appris alors tellement de choses, même avant qu'il n'arrive au village. Et ils ont parlé justement d'un moyen de communication. Ça m'a rappelé aussi les temps anciens. Bon, quand je dis temps anciens, j'étais encore toute petite. Je voyais ma grand-mère communiquer comme ça avec ses amis, ses copines. Quand elles arrivaient, elles se lançaient des cris pour parler. Mais dans le cas justement de Nsite, il y avait un moyen de communication qui tire son histoire des temps anciens. C'est-à-dire c'était un moyen de communication quand il y avait l'ennemi. Bon, on ne va pas trop entrer dans les détails, mais ça s'appelle le cap. Le cap. Oui, voilà. Alors le cap. Est-ce que tu peux faire le cap? Tu as appris ça puisque tu as vraiment grandi au village? Le cap, je l'ai appris. Ah, le super. Cap, je savais siffler le cap. Oui. Maintenant, le bon, temps mais maintenant, le temps, oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Le temps pourquoi trahit beaucoup de choses. Ah là là. Je savais siffler le cap. Après que j'ai quitté le village, que j'ai rejoint la ville pour les études et tout le reste, il y a certaines habitudes qui se sont malheureusement perdues et c'est ce que je décris encore parce que voilà, on se dit ce n'est pas très important, pourtant ça l'est. Bon, le cap, je peux m'y essayer, mais je ne vous promets rien parce que voilà, il y a plusieurs types de cap. Il y a plusieurs façons de disposer la main. C'est tout ce que je voulais entendre. Je voulais qu'il me dise qu'il peut essayer. Il y a plusieurs façons de disposer la main. En fonction de la façon dont il dispose la main, la sonorité qui en sort est différente. Complètement différente. Donc, et ça a aussi un message précis. Ça a aussi un message précis. Ça aussi un message précis. Déjà, à l'époque où je connaissais le cap, je vais dire, je ne maîtrisais pas tous les pans du cap. Mais il y avait des personnes autour de moi que quand je voyais siffler, alors je me disais, ça c'est de l'art. Wow. C'est de l'art pur. Donc, mais bon, je n'avais malheureusement pas pu atteindre un niveau. Je ne sais même plus où j'en suis. Bon, les mains, ce que j'avais appris, je les disposais juste comme ça. Bon, c'est comme ça, je ne sais pas trop si on va voir. Je dispose les mains comme ça. D'accord. Et puis, je dois refermer. Bon, je dispose comme ça. Donc, tu commences comme ça? Ouais, je commence comme ça. Et puis, je referme, tout simplement. De sorte à ce que les deux pouces sont là côte à côte. Et puis, en fait, je devrais siffler là.
en principe, après avoir sifflé, il y a un son qui devrait être produit. Ok. Il y a un son qui devrait être produit. Oui. Ça, c'est la version du cap que j'avais apprise. D'accord. Mais bon, malheureusement, mon art s'est perdu au fil du temps. Bon, bah, c'est un peu dommage, comme tu l'as dit. Et moi, je trouve ça fascinant quand même. Parce que je n'arrivais pas... Par exemple, pour les femmes, et je pense que c'est pareil aussi en site, les femmes, elles ont un autre moyen de communication. C'est à travers des cris. C'est à travers des cris. Précis. C'est à travers des cris pour dire, précis. voilà. Pour annoncer leur présence. Exactement. Pour dire bonjour, je suis de passage. Exactement, et c'est comme ça. Le petit Takwa décrit une scène justement qu'il a vécue quand il était avec sa grand-mère. Et parfois, tu es là avec ta grand-mère, ton grand-père, tu écoutes un cri, à la suite duquel il réagit, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourtant, ils sont en train de communiquer. C'est assez remarquable, pour être souligné, c'est assez fascinant. Et ce sont des choses qui doivent être connues, ce sont des choses qui doivent être communiquées et qui ne doivent pas se perdre. Exactement. D'accord, alors on va peut-être sortir de cette première rubrique puisque nous sommes dans la rubrique Le Livre. Donc on évoque les thématiques du roman Retour au village avec Dany Fonga qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. La dernière rencontre, enfin c'est peut-être pas, je vais pas dire la dernière, mais l'une des rencontres aussi que Takwa a eu à faire pendant on va dire son aventure au village à Nsite, c'est la clique. Bon, je sais pas, peut-être clique ça peut avoir une connotation négative. C'est le groupe d'amis de son cousin Tanji. Voilà, c'est des personnes qui ont une vision incroyable. Moi-même j'étais un peu j'étais vraiment subjuguée par leur philosophie, en fait. Leur vision. Ils pensaient loin, Et justement, on parlait d'agriculture, ils étaient vraiment déjà à un autre niveau, ils n'étaient plus au niveau... de l'agriculture de subsistance. Exactement, exactement. Alors, je voudrais un peu t'interroger là-dessus. Eux, ils disent qu'il faudrait adapter l'agriculture, du moins les techniques d'agriculture, en fonction du besoin. Il faudrait essayer de voir aussi, c'est-à-dire de ne plus la pratiquer comme on le faisait avant. On savait qu'on avait une roue, on avait une machette, on faisait la multiculture, enfin je ne sais pas si on appelait ça multiculture, je ne sais pas trop, pluriculture, dans un champ, voilà, c'était la pluriculture. Aujourd'hui, il faudrait être un peu plus pensé, un peu plus stratégique, essayer un peu d'adapter nos techniques aux besoins. Alors, toi, est-ce que je devrais comprendre que c'est ta vision à travers cette idée qui a été évoquée dans le livre? Nous sommes dans un monde, dans un environnement évolutif et les choses changent à une vitesse incroyable, une vitesse exponentielle. Alors, pour nous autres, il est question de se dire soit on reste à la traîne, soit on avance. Et pour avancer, il faut procéder par la remise en question, il faut procéder par des réaménagements. Justement, c'est une partie de ma vision qui s'exprime à travers ce petit groupe de fous. Je l'ai bien pensé. Ce petit groupe de fous, le groupe constitué de Tanji, de Ada et de Beyaye. C'est le petit groupe de fous, comme ils aiment bien lui dire. Donc, oui, il est question pour nous de passer d'une agriculture de subsistance à une toute autre agriculture. Maintenant, ce sera à nous de la définir en fonction des objectifs que nous voulons atteindre, en fonction des défis même auxquels nous sommes confrontés. Parce que voilà, ce que je trouve assez incohérent, c'est qu'on se dise que, bon ça c'est mon point de vue, c'est qu'on se dise que nous sommes un peuple de cultivateurs, et que tout ce que nous mangeons quand même, ce qu'il y a dans l'assiette, et que ce qui se retrouve dans nos assiettes n'a rien à voir avec ce qui sort de nos champs, ou bien n'a rien à voir avec les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons au champ tous les jours. C'est incompréhensible, tout simplement. C'est incompréhensible et il faudrait que des choses soient faites, il faudrait que des choses soient pensées dans ce sens-là. Afin que voilà, qu'on se dise que ok, si nous sommes un peuple d'agriculteurs, que dès que je me retrouve même au-delà de mes frontières et que je me présente comme un ressortissant de tel, qu'on se dise ah oui,
c'est de chez vous que vient tout ce que nous mangeons. Ouais, je vais faire un petit crochet sur ce que nous vivons actuellement. Ouais. Parce que, avec la crise qui a cours en ce moment, il y a quelques mois de cela, aucun résident de l'Allemagne ne... Bon, je ne vais pas dire aucun, mais bon, les résidents de l'Allemagne, pour la plupart, ne savaient pas d'où venait l'huile qu'ils consomment. Je vais parler uniquement de l'huile. Oui. D'où venait l'huile qu'ils consomment. Voilà. Mais maintenant, tout le monde le sait. Exactement. Ok. Ça veut dire que voilà, ces terres-là, je ne vais pas les citer ici, ces terres-là, c'est des terres d'agriculture. On voit les produits, et ces produits-là contribuent pour une part énorme. Exactement. Dans leur puissance, ça contribue pour une part énorme dans leur industrie. Et les ressortissants de ces États-là aujourd'hui peuvent se vanter, moi je le dis. Bien sûr. Peuvent se vanter. Même si ce n'était pas connu jusqu'ici de tous, bah, finalement on le sait tous. On le sait tous. Exactement. Donc, quelque part, ils peuvent se lever et dire l'huile que vous consommez vient de chez nous. Exactement. Moi j'aimerais aussi que voilà, nous autres puissions dire voilà, telle ou telle chose que vous consommez vient de chez nous. Vient de chez nous. Et ça me fait, pour sortir complètement de cette rubrique, ça me rappelle justement de la culture, tu l'as appelé du caca. Bon, il ne faudrait pas que vous soyez... J'avoue que c'était la première fois que j'en entendais parler, sincèrement, pour être honnête. Et ça revient un peu, c'était Béaillé, je crois. Ça revenait à ses parents. Exactement. Et il avait décidé complètement d'abandonner. D'abandonner et passer à autre chose. Exactement. Et ses arguments, c'était justement que ça ne sert à rien. On ne le consomme pas nous-mêmes, déjà d'un, et puis voilà, ça ne rapporte rien, finalement. Donc ça revient aussi un peu dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne nous sert à rien. Je veux dire, on est un peuple de cultivateurs, mais on ne consomme pas nous-mêmes, on n'est pas capable de couvrir nos besoins nous-mêmes. Exactement, je pense que... il est très important, et ça c'est... Bon, je vais un peu emprunter au projet sur lesquels je suis en train de travailler actuellement, parce que voilà, c'est... la question de l'autosuffisance est une question assez importante, parce que à partir du moment où une trop forte dépendance se crée, c'est dangereux pour moi et dangereux aussi pour celui dont je suis dépendant, parce que voilà, on se retrouve engagé dans une dialectique du maître et de l'esclave pratiquement. Mais bon, est-ce qu'il est concevable que moi en tant que cultivateur, tout ce que je cultive, je le vends à un acheteur qui me fixe les prix d'achat, et puis les produits qu'il me vend sont ceux que je consomme et au prix qu'il veut. Bon, c'est un peu incongru. Du moins c'est mon avis. Je sais qu'il y aura toujours des personnes qui trouveront les moyens et les arguments pour défendre tout cela. Je ne me lance en guerre contre personne. Évidemment. Je fais de la littérature. Évidemment, et c'est ça aussi le rôle de l'écrivain, entre autres, hein, celui de dénoncer, de véhiculer sa pensée. Voilà, ce n'est pas forcément un signe de guerre qu'on lance ou de cri de guerre, au contraire. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser au cacao. On a parlé du caca, par exemple. Est-ce que tu pourrais me dire exactement ce que c'est déjà? Non, le caca, c'est une fiction. Évidemment. Le caca, c'est une fiction. Donc, évidemment, là, pour savoir ce qu'est le caca, pour savoir ce qu'est le caca, on ajoute quelque chose derrière. Je vous renvoie dans l'ouvrage, vous lisez et vous faites votre idée de ce que pourrait être le caca. Voilà, en tout cas, moi j'ai vu, mais je me suis dit, tiens, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a autre chose. Parce que moi, c'est le classique en fait, ce à quoi j'ai pensé. Tu as bien décrit comment ça se passe. On cultive, on fixe les prix pour nous, et puis voilà. Bon, bref, je crois qu'on s'est compris. Alors, merci en tout cas pour cette première rubrique. On va revenir dans un instant pour entrer un peu plus dans la vie de Dany. À tout à l'heure. Balade littéraire, jardin secret. Alors, on est là maintenant dans la deuxième partie de cette émission, intitulée, la rubrique qui s'appelle Jardin secret. Je crois que Dany, tu t'es déjà fait une idée, je vais un peu te mettre mal à l'aise. Je me souviens de ton prédécesseur, Fabrice, il a bien transpiré ici. Hein. Et j'aimerais voir ça aussi avec toi. En tout cas, peut-être on va commencer tout doucement, on ne va pas te bousculer. Donc, la température va monter un tout petit peu, tout doucement, on ne va pas te frustrer. Alors, Dany, si tu nous parlais un peu de toi, est-ce que tu peux nous dire
quel genre d'enfant tu étais tout petit? Est-ce que tu étais plutôt le bavard? Quand on arrivait quelque part, c'est Dany qu'on entendait bavarder partout. Tu étais le turbulent? Ou alors tu étais plutôt celui qui était réservé et qui restait dans son coin, qui observait beaucoup? Bon, pour moi, je peux te trahir, j'étais la dernière catégorie, j'observais plus. Et voilà. Maintenant à toi. Ah, d'accord. Fabrice Tenembot, apparemment tu as sué à grosses gouttes ici. Un coucou à toi, Fabrice. Voilà. J'espère ne pas suer autant que toi de toute façon. Quel genre d'enfant était Dany? Déjà, bavard? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais en fonction des thématiques qui sont abordées, je peux avoir plus ou moins de choses à dire. Donc, ça, c'est très relatif, mais je ne me décrirais pas comme quelqu'un de bavard. Et jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup changé. Bon, peut-être que c'est vrai. Jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, turbulent, oui. D'accord. Oui, et j'en connais qui seront surpris en m'écoutant me décrire comme quelqu'un de turbulent parce que, en fait, l'homme vit dans une société et l'interaction avec la société façonne, ça moule l'homme également. Et de cette interaction-là, elle est quelqu'un d'autre. Parce que de nature, je suis très turbulent. D'accord. Mais la société m'a moulé et a remis un peu d'ordre dans tout ça. Voilà, c'est ça. Du coup, je suis passé de l'autre côté, je suis devenu quelqu'un d'assez ordonné. D'accord. Est-ce que je nourris par exemple des regrets? Non, non. Je sais tout au fond de moi que voilà, à un moment ou à un autre, ça peut exploser. Mais j'ai appris à vivre avec, je sais contenir tout cela. Exactement, tu contrôles un peu. Exactement, exactement. Maintenant, sans être complètement comme toi, j'étais beaucoup plus l'observateur, mais pas un observateur passif, mais quelqu'un de très, très actif dans l'ombre. Ça veut dire que moi j'ai toujours été le genre de personne qui aimait placer les pions et puis se retirer. Ah d'accord. Donc, c'était beaucoup plus ça mon profil et c'est comme ça que j'ai grandi, c'est avec ça que je suis au stade où j'en suis aujourd'hui. C'est pas pour dire que je suis un manipulateur ou bien quelque chose comme ça, mais bon. On n'espère pas. On n'espère pas, mais je pense qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce qui s'est un peu reconnu à travers ce que tu as dit. Je crois que lui pourra plutôt nous l'expliquer plus tard. En tout cas, moi, c'est vrai, j'étais observatrice, j'observais énormément, mais très bavarde quand même, au départ. C'est juste que, bon, à force de bavarder, quand quelqu'un est observateur et bavard, c'est un peu difficile parce que tout ce qu'elle voit, elle dit. Et du coup, à force justement de me corriger un peu, j'ai donc coupé le côté du bavardage et j'étais plus, voilà, je prenais plus sur moi, voilà. Voilà, tu as survécu, donc ça va, on va y arriver. Bien. Alors, qu'est-ce que tu fais, Dany, quand tu n'écris pas? Tu peux, je sais pas, me décrire un peu une de tes journées. On est un mercredi matin, le réveil sonne à quelle heure? Qu'est-ce que Dany, comment est-ce qu'il occupe sa journée? Mercredi matin, je suis quelqu'un d'assez rangé. Du coup, il m'arrive de planifier les choses, de beaucoup planifier. D'accord. Beaucoup, énormément même. Certaines personnes qui me connaissent me disent voilà, c'est pas bien, tu es beaucoup trop carré. D'accord, donc tu n'es pas très flexible, les changements, tu y résistes un peu? Non, résister au changement, non, mais je ne suis pas très spontané. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un de très spontané parce que voilà, il peut y avoir de la spontanéité, mais je ne vis pas de manière spontanée. Donc j'essaye de tout prévoir à l'avance. Et maintenant, il y a des petites doses de folie de temps à autre. Mais maintenant, aussi longtemps que ces doses-là sont mesurées, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, mercrredi matin, mon réveil sonne à quelle heure? Là, déjà, je vais commencer par nuancer parce que ça dépend de l'heure à laquelle je suis allé au lit la veille. Bon, peut-être qu'on devrait commencer même par là. Est-ce que tu as un couche-tard? Parce que j'en connais dans cette pièce. Oh, peut-être que moi aussi, j'en suis une. Très tard. Je me couche très tard. Ça fait plusieurs années maintenant que
j'ai pris cette habitude d'aller au lit très tard. 22h, 23h, minuit, 1h. La réaction, ça veut dire que je suis très loin de la réalité, de l'heure réelle. Alors, 1h, 2h. Ouais, la plupart du temps entre 1h et 2h du matin. Ok, alors ça veut dire comment tu travailles, c'est à ces heures-là que tu écris? L'écriture, j'écris beaucoup plus de nuit. Quand je dois écrire, je passe des nuits blanches. D'accord. Donc, quand j'écris et que je suis inspiré, parce que voilà, l'écriture, c'est cela aussi, c'est quelque chose qu'on ne commande pas. Exactement, c'est une chose qu'on ne commande pas. Il y a des jours où tu t'assieds à la table et tu te dis, voilà, aujourd'hui rien ne me vient. Et d'autres jours, dès que tu te dis, je vais m'asseoir pour 15 minutes, 15 minutes deviennent 6 heures de temps. C'est le réveil qui te fait savoir que voilà, le jour s'est levé. Exactement. Il faut que tu passes à autre chose. Donc c'est cela, je ne peux pas prévoir, mais quand il faut écrire, je suis plus à l'aise pour rédiger. De nuit, du moins, c'est de nuit que j'ai travaillé pendant tout le projet que tu tiens en main. D'accord. C'est de nuit que je travaille exclusivement. Exclusivement de nuit, parce que bon voilà, j'avais je faisais beaucoup de choses en même temps. Et pour dégager du temps, une journée ne dure que 24 heures. Pour dégager du temps, c'est ce que je me dis toujours. Pour dégager du temps, il faut bien sacrifier quelque chose. Bon, et la seule que je pouvais sacrifier à ce moment-là, c'était le sommeil. Et voilà. Il y a aussi, je ne vais pas dire un problème, mais j'ai été aussi confronté à un souci parce que il m'arrivait de me retrouver à la maison le soir et de somnoler. Disons, il est 23h, je somnole. Si je ne me couche pas à 23h et qu'autour de 23h15, j'ai l'air plus lucide, j'aurai plus sommeil. Il sera pour moi impossible de dormir. Donc, c'était comme si, dès que le sommeil se pointe et frappe à la porte, si je ne lui ouvre pas, il s'en va. Il s'en va complètement. Quels que soient les efforts que je fais par la suite, il me dit, mon gars, je ne reviens plus. On se revoit demain. Donc, on se revoit demain. Donc, c'était un peu ça. Et la question de départ, c'était qu'est-ce que je fais, comment je fais. Donc, dès que je me réveille, je ne vais pas donner une heure fixe parce que voilà, j'ai dit c'est assez relatif. Mais dès que je me réveille, voilà, j'ai ma journée de travail qui m'attend. Donc, il me faut me mettre dans les dispositions. Je m'apprête pour la journée de travail. Il faudrait déjà préciser que tu es assistant de recherche. Exactement. Voilà, donc tu vas au travail, tu occupes toute ta journée. Toute la journée au travail. Donc, je me prépare, je vais pour le travail. Je termine, il est pratiquement 18h. Il est pratiquement 18h, ça fait que voilà, ça a été une journée rude, ça a été une journée intense, les ménages ont beaucoup travaillé, il faut essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Dès que j'arrive à la maison, la première des choses que je fais, je me mets en tenue de sport, je sors pour une petite séance de jogging. Voilà. Donc ça me prend parfois 1h, 1h30 parce que je jogue, je fais quelques exercices aussi, je suis un passionné de foot. Donc le sport et moi, c'est une longue histoire. Ça me rappelle tant quoi. Il aimait bien le football. Le sport et moi, c'est une longue histoire. Donc, une fois que j'ai terminé ma séance de sport, je suis de retour à la maison. Je suis un peu au téléphone avec la famille, les amis. Et après, bon voilà, en fonction de la forme de la journée, je peux lire. Je peux lire ou... Je ne vais pas dire écrire parce que voilà, la question c'était qu'est-ce que tu fais quand tu n'écris pas. Quand tu n'écris pas, exactement. Donc c'est un peu ça, le prototype d'une journée dans ma vie. Voilà. Mais bon, rassurez-vous, hein, ce n'est pas ennuyeux du tout. Ce n'est pas ennuyeux du tout. Au contraire, ce que je fais au quotidien est tellement riche, est tellement excitant que voilà. L'ennui, c'est une chose que je ne connais pas. C'est super alors. L'ennui, c'est une chose que je ne connais pas. Mais ça a été le fruit d'un long travail. Et je vais ici dire à toutes les personnes qui s'ennuient, trouvez juste un moyen de féconder l'ennui. L'ennui, dès que tu es parvenu à le féconder, alors il en ressort quelque chose de tout simplement magnifique. Trouvez quelque chose qui vous permette d'occuper ces plages horaires pendant lesquelles vous avez l'impression que vous vous ennuyez. Exactement. Voilà. Et n'oubliez pas, il est question de féconder l'ennui. Et quand on féconde, on sait tous
c'est à quoi s'attendre. Ça, c'est une citation très intéressante et vous devriez peut-être vraiment la retenir parce que c'est assez littéraire ce qu'il vient de dire. Il faut féconder l'ennui. Citation d'Annie Fonga. Et on est le... C'est quoi la date d'aujourd'hui? Il faut noter. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé justement du village, retour au village. La dernière fois que tu as été au village, c'était quand? La dernière fois, c'était en 2018 parce que voilà, il faut dire que je suis en Allemagne depuis 2018. D'accord. Et depuis là, bon, j'ai pas encore malheureusement eu l'occasion de retourner au Cameroun. Oui. Bon, j'ai essayé de planifier beaucoup de choses, donc pour le moment c'est pas une priorité. Oui, mais c'est ça à l'heure du viendra jour, ça forcément. viendra, bien sûr, ça viendra. D'accord. J'ai été en 2018, je pense c'était en février, c'était pour pas très longtemps, j'y ai passé moins d'une semaine. Ok. Parce que Takwa et moi on a cette petite chose là en commun. Bon, quand je vais au village, c'est pour voir ma grand-mère. Oui. C'est quelqu'un à qui je suis tellement attaché, c'est une personne qui occupe une place très importante dans ma vie. Ouais. Donc, peu de temps avant mon voyage, je me suis dit, je vais aller passer du temps avec elle, on va parler de tout et de rien, on va discuter, on va échanger. Et puis, c'était ça le but de mon voyage en 2018. Donc, c'est ça. D'accord. Et quand tu rentreras au village prochainement, à quoi? Bon, voilà, au-delà de passer un bon temps avec ta grand-mère, c'est quoi tes activités? Qu'est-ce que tu peux faire au village quand tu passes une journée? Bon, maintenant, pas en tant que Dany qui y était il y a de cela très longtemps, mais maintenant aujourd'hui, par exemple. Rassure-toi, les choses ont beaucoup changé, la vision a beaucoup changé, les idées ont beaucoup changé parce que avec le temps, j'ai grandi, j'ai appris. Il peut s'écouler une année calendaire et pendant cette année calendaire, on grandit, on apprend tellement de choses qui nous permettent de se dire voilà, ce que j'ai appris en un an, c'est ce que certains apprennent en 10 ans, en 15 ans. Donc la notion de temps, elle est devenue complètement différente. Si je retourne au village aujourd'hui, j'arrive au village aujourd'hui, laisse-moi te dire, Ghislaine, que voilà, je n'aurai plus beaucoup de temps avec ma grand-mère parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'activités qui nous attendent. Et je pense que la conception qu'on a du village comme le lieu où reposent nos morts, on doit se dire que voilà, ce n'est pas pour rien aussi que la dernière volonté la plupart du temps c'est je veux qu'on m'enterre au village. Vous voyez? Donc si je m'y retrouve, je pense que je vais juste faire l'effort de me mettre dans la peau de Tanji, de Béaye, de Ada, et de me dire que voilà, je vais moi aussi rejoindre la Ligue des Fous et me laisser rêver. C'est ça, essayer de révolutionner les choses. Exactement, parce que c'est un volet sur lequel on a aussi pris l'habitude de ne pas vraiment s'appesantir. On crie tous les jours, voilà, nos villages sont sous-développés, nos villages sont beaucoup trop enclavés, ainsi de suite, et tout. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est concrètement entrepris? Qu'est-ce qui est fait au quotidien, si ce n'est d'encourager les jeunes du village à quitter le village, aller se chercher, entre guillemets, en ville. Aller se chercher en ville, parce que voilà, c'est un pan qui a encore été brièvement abordé dans l'ouvrage. Et en faisant un petit calcul, on s'est rendu compte que nous sommes tellement nombreux, elles sont tellement nombreuses, ces personnes enfermées dans les villes, parce que parfois ce sont des prisons, enfermées dans les villes, à l'espoir des conditions de vie meilleures, alors qu'en fait, ces conditions-là, ces personnes-là, les ont laissées au village, elles ont laissé le cadre idéal pour leur épanouissement, pour leur développement, et ils se sont dit, voilà, je vais en ville parce que ce n'est qu'en ville qu'il y a du travail, ce n'est qu'en ville qu'il y a de l'argent, ce n'est qu'en ville qu'il y a des possibilités. Exactement. Non, et non. À partir du moment où on se dit, on doit rêver, on ne se fixe pas de limites, on crée son bonheur.
le bonheur, on le crée. Le bonheur, on ne va pas prendre le bonheur chez quelqu'un. Personne n'a, je ne sais pas, une formule que tu dois appliquer pour être heureux. Exactement. Ton bonheur, tu le crées. Peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, tu crées ton bonheur. Et maintenant, si tu parviens à fructifier cela, alors ce sera magnifique. Exactement, exactement. Alors, on est toujours dans ton jardin secret. Je voudrais te demander maintenant, qu'est-ce que tu aimes bien manger? Quels sont tes plats préférés? Je sais que Tankwa aime bien du coquille avec l'igname jaune. Bon, avec la patate, ça peut passer, mais ça n'a pas le même effet. C'est ce que j'ai retenu. Maintenant, est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes bien manger? Voilà, dans la hiérarchie de mes plats préférés, le coquille est classé hors catégorie. Voilà. Donc, ça veut dire que... Ça me rappelle aussi Fabrice, juste en passant. Vous aimez bien les mêmes choses. Voilà, finalement. le coquille il est classé hors catégorie. Donc, maintenant que j'ai déclassé le coquille, je vais essayer de parler des autres. Je suis un fan de la bonne cuisine et je dois dire que... Tu cuisines toi-même? Je dois dire que voilà, je suis gracié parce que voilà, j'ai autour de moi des personnes qui font merveilleusement bien la cuisine. D'accord. Moi, en termes de cuisine, en parlant de ma personne, je dis toujours je suis un chimiste. Ok. Le chimiste, ingrédients A, B, C, D, je fais l'effort de mélanger avec l'espoir que voilà, ce soit pas toxique, ce soit pas explosif. Donc, il y a quelques petites astuces qu'on m'a données, je ne vais pas les livrer ici, mais on m'a dit voilà, quand tu appliques comme ça, rassure-toi, même si c'est pas très bien fait, tu essaieras, tu auras quand même la possibilité de rattraper le goût. Oui. Donc, je ne suis pas un chef. D'accord. Je ne suis pas un chef. J'ai quelques mets que je garde très loin là dans ma boîte secrète. J'ai ma boîte secrète là. Donc, quand quelqu'un me dit, voilà, tu sais même pas cuisiner, je me fâche et je sors l'une de mes recettes. La dernière, la touche finale. Je sors l'une de mes recettes. Là, je sais que je peux pas me tromper. Dès que je fais ça, tu goûtes, tu me dis, mais tu es fort, hein. Qu'est-ce que tu pensais? Mais sinon, ça c'est juste pour bluffer. Donc, d'accord. Alors, oui, mais qu'est-ce que tu aimes alors? Ouais, qu'est-ce que j'aime? Justement, je te dis le coquille, on n'en parle pas parce que s'il y a le coquille et les autres, alors les autres n'existent pas. Ouais, exactement. Voilà. Moi, j'aime la nourriture de chez nous parce que je pense que c'est au-delà d'être bon, au-delà d'être bien, c'est sain. C'est varié. Oui. J'aime le héros. D'accord. J'aime le coq, j'aime le ndoulet, j'aime la banane malaxée. Ok. Beaucoup plus des plats de ce genre-là, le taro, comme on le dit, c'est pour les nobles. J'aime le pistache sous toutes ses formes, j'aime la tenue militaire. Ok. Donc, je me souviens, je vais conclure avec un plat que je n'aimais pas beaucoup au départ. D'accord. Mais à force de le manger avec mon papa, lequel? je l'ai apprécié, je l'ai adopté. Il s'agit tout simplement du macabo comme malax avec les feuilles de ndolé. Ah, avec les feuilles de ndolé, je connais ça. Exactement. Donc, je vois quelqu'un d'autre qui n'aimait pas ça. Moi aussi, j'en raffole également. Donc, s'il ne faut parler que des plats, bon, je pourrais en citer toute la journée. Mais avec le temps, tu as finalement aimé, c'est ce que tu dis. Bien sûr. Ce genre de... Bien sûr. Avec le temps, au-delà de l'aimer, ce plat a carrément intégré la liste de mes plats préférés. Ah, d'accord. Ah, dis donc, c'est bien. Hein? Alors, maintenant, on sort des repas, mais on entre un peu plus dans ta vie. On va parler maintenant de qu'est-ce que tu n'aimes pas chez des personnes. C'est-à-dire, avec quel genre de personnes n'aimerais-tu pas avoir affaire, par exemple? Qu'est-ce que tu détestes comme caractère, comme habitude chez les gens? Ce que je n'aime pas, bon, on est comme on est, chacun d'entre nous est comme il est, alors que j'aime ou que je n'aime pas, ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais ce que je ne supporte pas, par-dessus tout, c'est le mensonge. D'accord. J'aime des personnes vraies, j'aime les personnes qui disent ce qu'elles pensent. Exactement. Parce que je préfère une vérité qui fait mal, plutôt qu'un doux mensonge.
Oui. Voilà, donc c'est comme cela. C'est quelque chose que je supporte pas. Je supporte pas le mensonge, je Ouais. supporte pas, je supporte pas l'hypocrisie parce Ouais, qu'en donc, fait, ce sont les dérivés voilà, en fait, ce du sont les menteurs, ce sont juste les traîtres qui Exactement. n'attendent que la bonne occasion Ouais. pour te livrer à la vindicte populaire. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu aimes? Bon, peut-être la question, elle pourrait, la première pourrait déjà peut-être Pourrait répondre déjà, à la deuxième, ouais. mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimes chez des personnes? Les qualités que tu aimerais bien retrouver Ouais. avec chez Je, des personnes je que vais, tu je vais fréquentes? partir, je vais partir du cercle de personnes que je fréquente. Oui. Et je pense qu'elles ont une chose en commun, Mhm. c'est des personnes loyales. D'accord, la loyauté. C'est des personnes loyales. Oui. Et avec le temps, je me suis dit, rien ne vaut cela. Oui. S'il faut s'entourer de personnes, autant s'entourer de bonnes personnes. Et une personne loyale, pour moi, Oui. en est une bonne. D'accord, et tu en es certainement aussi, je suppose. Je pense que je suis assez mal placé pour parler de moi-même. Bon, peut-être que je pourrais demander. Peut-être mes proches pourraient le dire. Mais bon, Fais de grands signes. ouais, peut-être mes proches pourraient le dire. Mais comme je l'ai dit, je suis entouré de personnes qui disent ce qu'elles pensent. Ouais. Si je ne l'étais pas, le message me serait déjà parvenu. Ouais. Et rassurez-vous, toutes les personnes qui sont autour de moi, ça fait longtemps. Mhm. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble, vraiment longtemps. Donc, De longues amitiés. de longues qui, amitiés. Voilà. De longues amitiés. J'ai des D'accord. amitiés de plus de 15 ans, plus de Ouais, 20 ans. Ce qui est plutôt rare de nos jours finalement, effectivement. Donc oui, Ouais, ça donc, c'est assez rare pour être super. souligné. D'accord. Mhm. Et on va sortir, tu vois, on s'en est bien sorti. J'ai juste voulu te faire un peu peur, même si c'est avant de te bombarder la dernière, enfin de te lancer la dernière munition. Alors, on va sortir par cette question-là. Est-ce que Dany est un cœur à prendre? Ouais. Je m'attendais à cette réaction. C'était la même chez Fabrice. Alors, dis-nous. Alors, Pas de pour le philosophie, moment, hein. Je sais que les écrivains, ils savent bien formuler pour finalement ne pas toujours dire ce qu'on attendait. Donc, pour le moment, non. ok. Non, pourquoi? Parce que il ne suffit pas d'être à deux pour être ensemble. Mhm. Donc, on peut être deux, on peut être quatre, on peut être même 8, mais on n'est pas ensemble. Ok. Ça va bien au-delà. Explique-nous ça. Ça, c'est... Il va développer, ne vous inquiétez Donc, pas, il va développer sa Mais pensée. Gisèle, tu m'as dit que tu veux pas de philosophie. Alors... Non, mais attends, ce que tu as dit est déjà assez philosophique. C'est pour ça qu'on veut l'explication. On n'a pas beaucoup compris. Il ne suffit pas d'être deux pour être ensemble. On peut être même à 4, Mais on 5, n'est pas 6, ensemble. mais on n'est pas ensemble. Exactement. On n'est pas ensemble. C'est le développement En que fait, j'attends. tout ce que je veux dire, c'est que voilà, être en couple avec quelqu'un, ça implique avoir beaucoup de responsabilités, ça Oui. implique faire beaucoup de sacrifices. Exactement. Des sacrifices que certaines personnes ne sont pas prêtes à faire. Oui. Et au regard de ce dans quoi je suis engagé pour le moment, Mhm. je me dis, bon voilà, je pense que c'est mieux que les choses restent telles qu'elles sont. D'accord, donc c'est un choix Oui, personnel. c'est un choix quelque personnel, chose- c'est un D'accord. choix personnel parce que j'ai vu des gens donner de l'amour, Oui. j'ai vu des gens s'aimer et vivre leur amour Mhm. et il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas une façon précise de le faire, mais il y a des minima. Il y a des Mhm. minima. Ça implique qu'on ait au moins du temps à consacrer, ça Oui. implique qu'on ait des responsabilités qui vont avec. Je ne vais Oui. pas me mettre à faire une énumération ici. Exactement. Et mais, puis à la ouais. fin, je me dis, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette jeune demoiselle-là qui va pouvoir supporter mes caprices, qui va pouvoir, Point d'interrogation. qui va pouvoir supporter mes délires, parce que même si je suis quelqu'un d'ordonné, je suis quelqu'un d'assez délirant, je suis quelqu'un d'assez capricieux, je suis quelqu'un d'assez Ok. dur. Ok. Est-ce qu'elle va supporter? Peut-être Bon, oui. Je sais peut-être que l'amour pas. peut permettre de supporter beaucoup de choses. Bon, Bon, évidemment, c'est peut-être mon Maintenant- choix, mais la question que je voulais poser, Ouais. c'est juste pour un temps. Je veux dire, non, mais c'est pas une bien- philosophie que tu as pour tout le reste de ta vie quand même. Non, 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 non. Parce non, que tu non, sais que le non. temps, quand même, on
n'aura pas toujours. Non, 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 le temps est une denrée rare. Le temps est une denrée rare. Et puis, tu sais, j'ai répondu clairement à ta question. Oui, j'ai dit, j'ai je ne suis pas un cœur à prendre, mais je n'ai jamais dit que j'étais seul. Ah, Donc, tu vois, c'est bien ce que je disais, pas de donc, philosophie. voilà. Alors, tu n'es pas un cœur à prendre et tu n'es non plus seul. Et voilà. je suis pas non plus seul. D'accord. Voilà. Bon, je crois qu'on va se contenter de cette réponse-là. Elle me va bien, en tout cas. Donc, Si tu es satisfaite alors. j'espère que vous aussi qui nous regardez. Alors, Steve dit non, il n'est pas satisfait. On va continuer le débat. Dans les coulisses, ils vont bien s'expliquer. On va se retrouver dans un instant pour la troisième rubrique intitulée « Coup de cœur ». A tout de suite pour la suite. Balade littéraire, coup de cœur. Alors, on passe à la troisième rubrique intitulée « Coup de cœur ». On va parler avec Dany, notre invité de ce jour, de ce qui le marque. On va peut-être commencer déjà, entrer dans la première question. Quelles sont les figures de l'histoire qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent ou qui t'ont marqué? Si je te demandais de m'en citer 3, par exemple. En général, pas un domaine spécifique. Oui. Bon, moi, je vais beaucoup parler les figures que je vais énumérer sont tirées de l'histoire de l'Afrique. Hein. Oui. Donc, je vais commencer par Sékou Touré. D'accord. Sékou Touré de la Guinée, parce que voilà, ce qu'il a fait avec son pays, c'était courageux d'abord. Oui. Et au-delà d'être courageux, c'était aussi c'était l'expression d'une vision. Ce qui malheureusement fait défaut aujourd'hui, c'était l'expression d'une vision. Et c'est quelqu'un qui, dans un moment important de l'histoire de l'Afrique, il avait compris que voilà, au-delà des revendications politiques, il y a d'autres considérations qui doivent être, qui méritent tout autant l'attention. Oui. Malheureusement, le projet qu'il nourrissait a connu la fin tragique que nous connaissons. Malheureusement. Mais bon, ça n'enlève rien à sa bravoure, ça n'enlève rien aux qualités qu'il avait. Oui. Et il inspire de plus en plus de jeunes Africains, dont moi-même. Oui. Voilà. Maintenant, je vais chuter sur l'histoire du Cameroun. Oui. Ce sera peut-être un personnage qui est très peu connu, que beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Oui. C'est un prélat. D'accord. Je veux parler ici de Monseigneur Albin Dormo. Ok, oui, je le connais. Bah, tu le connais, oui. Voilà. Monseigneur Albin Dormo. C'était lui aussi un fervent combattant pour l'indépendance au Cameroun. Oui. Officiellement, ce n'était pas un UPCiste, mais bon, on sait très bien de quel côté il était. Oui. Et à défaut de s'engager officiellement, il rendait de loyaux services. C'était quelqu'un de loyal, comme on dit. Ouais, la Et voilà, lui aussi avait compris que les luttes ont besoin de financement. Et qu'en plus de penser à l'indépendance politique du Cameroun, il fallait qu'on crée au Cameroun un réel tissu industriel. Oui. Et c'est dans cette lancée-là qu'il avait mis sur pied cette société de plasturgie, la Mongoplastique. Bon, mais malheureusement, l'histoire de nos héros se termine toujours de façon un peu tragique. Ouais. Mais bon, peut-être c'est cela aussi qui fait les héros qu'ils sont. Et puis, tu as parlé de Troyes, je vais donc rester dans la lignée des luttes indépendantistes au Cameroun. Oui. Et puis, parler du célèbre que tout le monde connaît. Ouais. Et puis, vraiment, c'est avec lui que je vais terminer mon énumération. D'accord. Alors, on va peut-être continuer maintenant dans la littérature. Est-ce que tu as des modèles qui t'ont inspiré? Si je te demandais de me citer 2 ou 3 auteurs dont tu as été marqué par les œuvres. Bien sûr que j'ai des modèles qui m'ont inspiré, j'ai des modèles qui m'inspirent. Parce que, laisse-moi te dire, Ghislaine, que voilà, nous sommes, avant d'être des écrivains, nous sommes des lecteurs. Ouais, nous sommes des lecteurs, nous sommes des personnes affamées et nous sommes engagés
dans une quête qui ne connaît pas de fin. Donc, il faut lire sans cesse et toujours continuer. Maintenant, tu tombes sur un style, il te séduit dès que tu rencontres un autre auteur, parce que chaque ouvrage que tu lis, tu vas à la rencontre de cet auteur. Exactement. Tu rencontres un autre auteur, il a un tout autre style, tout aussi séduisant. Maintenant, en fonction de l'ouvrage que tu veux rédiger, les styles peuvent être variés. Et c'est tout cela qui fait la beauté de la littérature. Donc, de ceux qui m'inspirent, de ceux qui m'ont inspiré, qui continuent de m'inspirer, nous avons, je cite par exemple George Orwell. George Orwell, bon, je vais pas, c'est pas seulement des Africains, hein, donc moi c'est dans l'ensemble. Oui, dans l'ensemble, parce que moi, je ne lis pas seulement la littérature francophone. Je ne veux pas dire française, francophone. Pas dire francophone. Voilà. Je ne lis pas seulement la littérature francophone. George Orwell, par exemple, il m'a séduit avec son ouvrage 1984. Vraiment, il m'a séduit. Et puis, ça m'a, de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec d'autres ouvrages de lui. D'accord. Voilà. Je peux également citer quelqu'un comme Mongo Betty, camerounais, lui aussi, qui m'a vraiment bercé à travers les ouvrages. Je vais citer également Alain Mabankou. Alain Mabankou, c'est des styles très variés, mais tout aussi enrichissant, tout aussi pur que tu l'as dit, que ce que tu as dit au début de notre émission. Donc la liste, elle est longue. Elle est tellement longue que voilà, mais bon, il faut s'arrêter. Voilà. Donc. En tout cas, on a déjà quand même une idée de ceux qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré à travers leurs écrits, parce que d'une manière ou d'une autre, on puise toujours son inspiration de quelque part, surtout en tant qu'écrivain de toutes les façons. Bien évidemment. Voilà. Alors on va sortir de cette rubrique par la dernière question. On a parlé de plats, enfin au départ, hein, je vais dire avec la rubrique précédente. Maintenant on te connaît de mieux en mieux, mais maintenant pour sortir en fait de tout ceci, je voudrais te demander, tu danses sur on va dire quoi, tu danses sur quel rythme de préférence? Tu aimes quel style de musique? Si tu vas en boîte de nuit ou bien, disons, on se retrouve dans une fête, tu vas beaucoup plus bouger sur quel rythme musical? Ghislaine, je suis meilleur cuisinier que danseur. Oh, d'accord. En fait, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, quand je dis je suis meilleur cuisinier que danseur, ils savent de quoi il s'agit. Le cuisinier, c'était le chimiste, celui qui mélange et puis voilà. Je suis meilleur cuisinier que danseur, mais au-delà de danser, j'écoute. On écoute, exactement. J'écoute avec plaisir, je déguste la musique. Et je ne m'identifie pas à un style particulier parce que pour moi, c'est l'expression de l'art. Et l'art est un secret qu'il faut percer. L'art est un secret. Donc moi, j'écoute la musique classique, j'écoute les rythmes de chez nous, j'écoute le makossa, j'écoute le jazz, j'écoute le R&B, un peu de tout. Je suis tellement diversifié pour ce qui est de la musique que voilà, je vais tout simplement dire que ça dépend de l'humeur, de mon humeur du jour, de l'humeur du moment. Je peux être là et je me mets à mimer. Je me dis, ah voilà, ça me vient tellement, je vais écouter. Voilà. Mais s'il faut être spontané, alors qu'est-ce que je vais écouter sans que quoi que ce soit ne me vienne à l'esprit? Je pense que j'irai écouter le Mangambeu. C'est ce que j'allais, mais tu es tombé où je t'attendais en fait, parce que c'est ça que j'attendais. J'allais te demander si tu aimes le Mangambeu. Exactement. Surtout qu'à travers toi, et je te dis merci, j'ai pu connaître un peu l'histoire qui se cache derrière le Mangambeu. Je ne savais pas, et c'est très inspirant en fait, l'histoire de cette jeune fille. Tu peux nous la relater? Je crois que ce serait encore plus beau si c'est toi qui le faisais, quoi. Je veux dire, il va vous dire un peu d'où vient le nom Mangambeu. Ok. Bon, ce que je tiens à préciser, c'est que voilà, tu parles de Mangambeu parce que c'est également une partie de l'ouvrage. Exactement. Et la genèse du Mangambeu, telle que présentée dans l'ouvrage, n'est pas une réplique de l'histoire même du Mangambeu. D'accord. Voilà, c'est une réplique artistique de l'histoire du Mangambeu. S'il faut compter l'histoire du Mangambeu, c'est l'histoire
d'une jeune dame, telle que je l'ai apprise. Oui. L'histoire du Mangambeu, c'est l'histoire d'une jeune dame qui est l'amante, qui se retrouve être l'amante d'un homme marié. Oui. Alors qu'elle avait tout pour séduire n'importe quel homme. Mais elle choisit d'être justement la deuxième femme là, cette deuxième femme là qu'on ne connaît pratiquement pas. D'accord. Et essuie donc les railleries du village, essuie les railleries de son entourage, de tous ceux qui la connaissent, parce que voilà, on lui dit tu as tout pour plaire, oui. mais tu choisis un rôle second. Tu choisis de vivre dans l'ombre, ce que toute femme voudrait faire connaître au monde. Exactement. Elle dit c'est mon choix, et comme ça, lors d'une prestation au village, elle décide de se produire, elle décide de danser, elle décide de se montrer sous un autre jour, avec un rythme qui était jusque-là inconnu de tout le monde. D'accord. Et justement, elle part de là. Et comme les gens avaient pris l'habitude de la désigner Mangambeu, on lui dit mais c'est quel rythme ça? C'est un rythme qu'on ne connaît pas. Ouais. Elle dit justement ça. C'est du Mangambeu. C'est du Mangambeu. Ça, wow. C'est du Mangambeu. Donc c'est comme ça que la danse, elle s'étend. Oui. Elle s'enracine, elle rentre dans les habitudes des uns et des autres, parce que on commence à s'y identifier, on commence à dire ah, ça c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose parce que au-delà de ce qu'elle a vécu, il faut beaucoup regarder l'état, l'esprit qui l'animait. Ouais. Parce que pourquoi est-ce qu'on adopte le Mangambeu à la fin? C'est au regard de l'histoire de la demoiselle. Elle se dit voilà, je suis moquée des uns et des autres, mais moi, ça n'enlève rien à ma fierté. Exactement. Je vais continuer de me battre pour ce que j'aime, je vais continuer de me battre pour mes convictions. Exactement. Et puis, si vous voulez me voir sous le mauvais jour, moi je vais vous montrer sous mon meilleur jour. Exactement. Et de toute façon, je vais vous séduire. Elle les a séduits avec ses pas de danse. Oui. Et une fois qu'ils voulaient l'acclamer, elle leur a dit non, n'oubliez pas, je suis Mangambeu, celle dont vous riez tous les jours. Ouais. Alors, continuez de m'appeler tel quel, mais rassurez-vous, vous ne m'oublierez jamais. Parce que cette danse rentrera jamais dans les annales. Dans l'histoire, exactement. Tout à fait. Et c'est ça aussi l'histoire. Enfin, c'est magnifique de voir un peu la moralité qui se cache derrière. Et je crois que ça pourrait inspirer plus d'une personne. Voilà, parce que... C'est l'objectif. Voilà, magnifique, magnifique. Oh, c'est par là que nous sortons donc de cette rubrique et nous allons vous rejoindre dans un court instant pour rentrer dans l'extrait. À tout de suite. Balade littéraire, extrait. Extrait du chapitre « Ça commence bien ». Lu par Ghislaine Béala. Mon grand-père, de ce que j'en sais, était polygame. 8 femmes en tout. Et ma grand-mère était la dernière de la liste. C'était un homme grand, fort et mystérieux, ayant bâti sa fortune dans le commerce. À en croire mon père, il figurait parmi les hommes les plus riches d'Unsitton. Il possédait de multiples terres, en grande partie exploitées par ses épouses et leurs enfants respectifs. Le polygame qu'il était ne mangeait jamais avec ses épouses. À la rigueur, il partageait sa table avec quelques-uns de ses enfants. Mais cette scène était tellement rare que la vivre relevait presque de l'impossible. Toutefois, et comme nous l'avons une fois de plus appris avec Mboma, l'impossible peut, selon les circonstances, devenir possible. C'était de ce fait imprévisible, mais pas exclu. Il faut préciser que sur les 8 épouses, seules 3 résidaient dans la maison d'Unsitton. Les autres, quant à elles, disséminées dans les petits villages avoisinants, lui avaient été données à la suite des rites de veuvage. Le faux en langue Mundumba. Ce n'est qu'occasionnellement qu'il se rendait au domicile de ses phoques et passait la plupart du temps à Unsitton où ses épouses cuisinaient au quotidien et faisaient porter son repas dans son salon privé. Il avait donc 3 repas différents chaque jour qu'il ne terminait bien évidemment pas. Quand il n'avait aucun invité, ses enfants recevaient les repas qu'il ne mangeait pas. Toutefois, il prenait
toujours soin de goûter chacun des mets à lui servis afin de dire sa gratitude à l'épouse qui s'était brûlé les doigts pour le préparer. C'était très important pour chacune d'elles qu'il leur fasse des commentaires, des compliments sur leur cuisine. C'était même un indicateur de stabilité du foyer. Un homme qui ne fait aucun commentaire relatif à la cuisine de son épouse, qui n'apprécie pas cette dernière, est un homme mécontent, préoccupé. Dans ces cas, généralement, l'épouse a des raisons d'être inquiète et se retourne, comme indiqué dans tout foyer polygamique, vers la première femme qui très souvent sait le mieux souffler à l'oreille du coq de la basse-cour qu'elle époux. La première épouse faisait office de médiateur attitré dans le foyer, au regard de sa parfaite connaissance du mari ainsi que de ses goûts. La preuve, son avis était toujours sollicité par son mari, notamment lorsqu'il voulait prendre une nouvelle épouse sans qu'il s'agisse d'une phoque. Elle était également consultée sur des questions financières et son avis, sans toutefois lier son mari, exerçait une influence considérable sur la décision qu'il prendrait. Les autres épouses le savaient et l'acceptaient. À cette priorité reconnue à la première femme était associée une autorité établie et incontestée. Il n'était nullement question de concurrence entre les épouses, mais d'une sorte de préemption reposant sur l'ordre des mariages. C'était clair, et au besoin, le mari intervenait pour le rappeler. C'est sur ces principes que mon grand-père gérait son foyer. Et tout avait toujours bien fonctionné, aussi bien de son vivant qu'après son départ. Je ne l'avais malheureusement pas connu. Son décès est d'ailleurs anecdotique. D'après mon père, il serait parti pour laisser place à un autre grand de ce monde. Mon grand-père aurait lui-même fait cet aveu avant de s'éteindre. Mais jusqu'à ce jour, personne ne saurait dire exactement ce qu'il pensait par là. Son décès est ainsi demeuré énigmatique. Alors, retour dans ce studio, vous avez certainement écouté l'extrait que nous avons fait passer tout à l'heure. Et je vais me tourner vers Dany, puisque voilà, il s'agissait là d'un extrait, comme le dit d'ailleurs le nom de la rubrique, de son roman, voilà, intitulé Retour au village. Et voilà, je vais te demander, une question me vient à l'esprit après avoir lu cette partie de ton livre. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Parce que quand je lisais cet extrait-là, j'ai eu l'impression que Takwa était plutôt convaincu que la polygamie, c'est une très bonne chose parce que son grand-père a très bien géré ses 8 épouses et que tout se passait bien. Il était juste question qu'il donne la place de chaque femme, qu'il honore chaque femme. Il mangeait les repas de toutes les femmes, même si voilà, il goûtait un peu. Ouais. En fait, pour faire plaisir à toutes les femmes, il les mettait au même pied d'égalité. Chacune connaissait sa place, la reine-mère connaissait sa place, ainsi que toutes les autres. Ça a l'air d'être un conte de fées. Quand on écoute ça, on peut se dire, les jeunes garçons qui nous écoutent peuvent se dire, ah tiens, c'est magnifique, alors c'est simple la polygamie. Et pourtant, dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des réalités qu'il peut avoir. Mais moi, je veux te demander à toi, qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Est-ce que tu es un potentiel polygame? Mettons-nous dans un espace qui le permettrait. Est-ce que tu es un potentiel polygame? Et là, le cœur qui n'est plus à prendre, la solitude qui n'existe pas, l'autre personne qui est peut-être de l'autre côté, je veux aussi philosopher, hein, peut comprendre un peu, peut voir un peu les tendances. Est-ce que je suis avec un potentiel polygame ou pas? Je vais encore faire un peu de philosophie. Hein. Je m'y attendais bien. Bon, déjà, je suis un juriste de formation. Et je me souviens d'un de mes illustres enseignants que j'ai rencontré à l'université de Douala, dans le cadre de notre enseignement d'introduction au droit fiscal. Oui. Quand il s'est assis,
La première chose qu'il nous a dite, c'est on va parler d'impôt. Et vous devez retenir que l'impôt est polygame. Ok. J'aimerais Voilà. bien l'explication. Vous devez retenir que l'impôt est polygame. Ça veut dire quoi l'impôt est polygame? Mais que l'impôt a plusieurs femmes. Alors, le sort a voulu que je sois, au-delà d'être juriste, que je sois spécialisé en fiscalité. D'accord. Entre autres, hein, parce que j'ai plusieurs spécialisations. Donc, je suis Tu as spécialisé. plusieurs casquettes. Ouais, je suis spécialisé en fiscalité. Donc, Ok. si l'impôt est polygame et que je suis fiscaliste, qui suis-je? Alors là, Oui, je suis un potentiel polygame. Pourquoi? Les gens vont certainement se poser la question. C'est une question légitime. oui. Et je vais dire parce que la polygamie, c'est une valeur culturelle en Afrique. Et la polygamie n'a rien de mauvais. La polygamie n'est pas à diaboliser. Et plutôt que d'être un polygame qui se cache, je préfère être un polygame officiellement déclaré, qui assure et qui se dit voilà, c'est fait, je n'ai pas une femme, j'en ai deux, j'en ai trois. Ok. Voilà. Maintenant, est-ce que le fait que je sois un potentiel polygame fera de moi un Un polygame? polygame. Ça, c'est encore l'autre Ça, c'est une question. autre question. Donc, Mais bon, après, il n'y a pas forcément un grand pont entre les deux. Hein. Si on a déjà ouvert la porte, si on est déjà ouvert, bah, ça n'exclut oui, pas. moi je suis forcément. ouvert parce que c'est ma culture, je suis africain, ça fait partie de la culture, de l'histoire de l'Afrique. Alors, oui, j'en suis fier. Et tu es prêt à prendre, à gérer tout Oui, ce mais qui bien va sûr. autour. Mais n'oublie pas que dans l'ouvrage Takwala clairement, il a décrit le processus par lequel son grand-père prenait une seconde épouse, une autre épouse. Ouais. Voilà. Et je crois qu'il n'y avait que 3 qui vivaient avec lui. Exact. Et les autres, c'était des femmes Les autres, qui c'était ce étaient qu'on- issues du veuvage. Exactement. C'était Ok. des phoques, comme on les Ouais, ah appelle. oui, Les phoques. exactement. Voilà. Donc, Ouais. ça veut dire que une femme n'était honorée de faire partie de cette cour-là qu'avec le consentement, l'assentiment des autres. Des femmes. autres. Voilà, elles étaient consultées, c'est vrai elles émettaient un avis elles émettaient, ce n'était pas un avis qui liait leur époux, mais ils savaient tout le poids que cela représentait Mhm. et ils respectaient cela. Donc c'est une question d'organisation et de compréhension. Parce que voilà, où règne le chaos, je ne pense pas que qui que ce soit veuille vivre dans une atmosphère tendue de façon pérenne ou de façon perpétuelle. Nous aimons tous la paix. Ouais, et c'est sûr Alors, que nous aimons tous la paix. Bon, je ne sais pas, si je commence à parler, on risque de beaucoup débattre, de longtemps débattre. Tu dois certainement connaître, Ta position. imaginer un peu ma position. Mais bien sûr, je pense qu'elle est partagée par plusieurs sœurs, je comprends. Et Mais bon, à chacun ses choix. Et puis, je pense que du moment où on sait ce qui va avec tout le paquet, on est prêt. On Ouais. sait comment on peut gérer cela. Et puis, Exactement. c'est le plus important. Mais quand même, je sais et je pense que nous savons que voilà, tu fais partie de ces hommes-là qui considèrent la polygamie comme un héritage qu'il ne Oui. faudrait pas Il ne perdre. faudrait pas perdre. Voilà, Ouais. d'accord. Voilà, c'était tout pour cette rubrique. On va donc sortir définitivement de l'émission dans un instant avec la rubrique intitulée Agenda. A tout de suite. Balade littéraire, agenda. Nous sommes donc dans l'agenda de notre invité Dany Fonga qui va nous donner un peu l'actualité qui est sienne, enfin on va le dire comme ça. Alors je voudrais te demander Dany, est-ce que tu nous prépares quelque chose dans ta cuisine littéraire? Est-ce qu'il y a un nouveau bébé qui est en vue ou alors est-ce que tu as des événements où tu présenteras ton roman? Qu'est-ce qui vient à toi dans les prochains mois? Qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise? Les surprises, elles sont nombreuses. Hein. Ça, déjà, il faut en être certain. D'accord. Au rayon des événements,
Actuellement, il y a des choses qui se préparent, rien de confirmé. Oui. On est encore dans les coulisses, des négociations et tout le reste. Une fois que ce sera fait, ce sera confirmé, je pense que communication sera faite au moment opportun. Pour ce qui est de ma cuisine littéraire, je vais emprunter encore un peu à une petite, à l'imagerie. Bon voilà, je vais raconter une autre petite anecdote comme ça. Voilà. Lorsque je commence l'université, lors de mes débuts à l'université au Cameroun, je reçois un soir la visite d'un de mes aînés et dès qu'il entre dans ma chambre, je lui dis « excuse le désordre ». Ok. Excuse le désordre. Il me dit « non mais pourquoi la chambre d'un étudiant ne doit pas être ordonnée ». Ok. Là je suis intrigué, je lui demande « mais comment tu me dis ça ?» Il dit « non. Si un étudiant trouve toujours du temps pour ordonner sa chambre, pour ranger ses effets, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de temps pour étudier. » Alors, ma cuisine littéraire a l'allure d'une chambre d'étudiant. Ah. Donc elle est vraiment... sens dessus-dessous. Donc ça veut dire que je suis en plein sur plusieurs autres projets. Ouais, sur beaucoup de projets parallèles. Beaucoup de projets parallèles, okay. Ouais. Tout à l'heure j'ai trahi vers au chaud. Ouais, par exemple, ouais. Donc il y a d'autres œuvres qui sont en gestation. Okay. Il y a d'autres ouvrages qui sont en gestation et voilà, j'espère pouvoir terminer l'écriture et probablement les éditer d'ici le premier trimestre de l'année prochaine. D'accord. Ça c'est ce que j'ai prévu. Bon, maintenant, les choses peuvent évoluer différemment. Je peux me retrouver à le faire plus tôt, plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a de nombreux projets sur lesquels je travaille actuellement qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres, qui m'emportent littéralement. Et puis que tu nous feras le plaisir de bientôt dévoiler, on va dire, lorsque tout sera prêt. Bien évidemment. En tout cas, on ne peut que l'attendre avec impatience. Voilà, je ne peux que vous demander d'être patient. Voilà. Et en attendant, vous avez plusieurs autres galettes que vous pouvez consommer. Vous voilà, avez retour au village. Et ça m'amène justement à te demander comment est-ce qu'on peut se procurer ce livre. Si par exemple, je vais dire pour des personnes qui sont intéressées, s'ils ont besoin du livre, ils procèdent de quelle manière? Est-ce qu'il y a un contact? Comment on fait pour avoir le bijou? Où est-ce que tu le vends? Sur quelle plateforme? Voilà, déjà, est-ce qu'il y a un contact? Je vais commencer par la fin. Est-ce qu'il y a un contact? Bien évidemment. Je pense que tu pourrais mettre le contact. Évidemment, je vais le mettre dans la description. Dans la description de la vidéo. Donc, à travers le lien, vous pourrez me contacter directement, moi l'auteur, et obtenir un ouvrage broché comme celui-ci, format papier broché comme celui-ci. La version numérique, il y en a aussi? Bien sûr, j'en viens. Super. Voilà. Donc, également, si vous ne contactez pas l'auteur directement, vous pouvez obtenir votre ouvrage sur toutes les plateformes. Oui. Il est disponible vraiment sur toutes les plateformes, que ce soit Amazon. La FNAC, Cultura, Kobo, il est là, en format papier broché et également en format e-book. Donc, si vous êtes un amoureux du papier ou bien si vous êtes un ami de la digitalisation, on a pensé à tout le monde. Servi, exactement. Alors, allez-y, procurez-vous votre ouvrage. Voilà. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. En tout cas, tel que je vous l'ai dit, vous avez vu l'enthousiasme avec lequel j'ai parlé de ce livre-là. Il m'a marqué et je suis sûre que vous l'aimerez aussi, que vous l'aimerez autant. Alors, on va sortir de cette émission, malheureusement, parce qu'on pourrait la tirer aussi longtemps que nous le voudrions, tellement elle est intéressante. En tout cas, moi, je m'amuse bien. J'espère que c'est le cas pour toi aussi. Oh, c'est un moment de plaisir intense et énorme que j'aurais bien évidemment aimé faire durer encore. Voilà. Mais bon, malheureusement... malheureusement, les bonnes choses ne durent pas toujours ou jamais. On va donc sortir, comme je le disais, avec une thématique. En fait, d'habitude, au sortir de l'émission, on évoque une thématique.
qui est un peu plus ou moins d'actualité. Et bon, voilà, on aurait pu parler de la guerre en Ukraine, par exemple, puisqu'elle continue. Mais moi, j'ai voulu parler de notre pays, puisque effectivement, on a même parlé d'une thématique intéressante, le retour au village. Et on sait que de plus en plus, et c'est une très bonne chose, chacun veut s'identifier à son village, chacun aimerait retourner aux sources. Je suis Bayangam, je suis Bafang, je suis, voilà. Mais est-ce que, avec le tribalisme qui reste d'actualité chez nous, malheureusement au Cameroun, est-ce que ce n'est pas finalement aussi un couteau à double tranchant, le fait de devenir à la limite chauvin, parce qu'il y en a qui préfèrent, voilà, ils sont fiers d'être de leur village et cet amour-là prévaut sur l'amour pour tout leur pays. On a l'impression qu'ils les amènent à détester à la limite les autres, ce qui n'est pas de chez eux. Alors je voudrais te demander un peu, comment est-ce qu'on peut expliquer cette montée du tribalisme sans cesse et comment est-ce qu'on pourrait espérer en sortir, puisqu'à la fin nous ne sommes qu'un seul pays et on ne comprend pas pourquoi on va dans ce sens. Pourquoi on en arrive là? Je vais d'abord commencer par dire, et ma réponse pourrait être longue, hein. Tu vas me le permettre de sortir de l'émission. Je m'y attendais aussi. De faire durer le plaisir encore quelques minutes. C'est avec plaisir. Je vais commencer par dire que le tribalisme, c'est le fruit d'une instrumentalisation savamment montée. Ça veut dire que tous ceux qui aujourd'hui posent des actes de tribalisme, posent des actes tribaux, posent des actes tribalistes, pardon, ne sont malheureusement que les victimes d'intérêts supérieurs. Bon, maintenant, est-ce que l'amour pour ma région d'origine ou bien l'amour pour mon village implique pour moi de développer de la haine pour l'autre? Non. Non. Voilà. Les deux ne vont pas ça de ne pair. devrait pas. Ouais. Ça ne se fait même pas. Ouais. Ça ne se fait même pas. Alors, je pense que sur la question, il est important pour nous de différencier deux choses. On doit différencier la raison de l'émotion. Si nous agissons de façon émotionnelle, alors on va aller droit dans le mur vers lequel nous sommes en train de courir actuellement. Mais si nous voulons penser comme les animaux raisonnables que nous sommes, parce que l'homme est un animal raisonnable, si nous voulons penser de manière raisonnable, alors on peut clairement et simplement conclure que si nous développons chacun en ce qui nous concerne un amour trop grand, je vais le dire comme ça, un amour trop grand pour nos régions, cela ne serait que profitable au pays dont nous venons. Ça veut dire que pour moi ici, l'amour dont il est question dans notre ouvrage, je vais trahir quelques petites choses. L'amour dont il est question dans Retour au village, ce n'est pas un amour vide. C'est un amour sensé, c'est un amour qui prend forme, c'est un amour qui se traduit par des actes concrets, c'est un amour qui nous conduit, nous en tant que personnes, à tirer les régions que nous aimons, à mener les régions que nous aimons vers le développement. Et c'est un développement qui ne pourrait être possible. C'est le développement industriel, hein, parce que voilà, les gens vont me dire il y a le développement philosophique. Moi, je parle de développement industriel et de développement économique. Et à partir du moment où on s'attaque à l'économie, un économiste, c'est quelqu'un pour qui la notion de frontière n'a pas de sens. La notion de frontière est vide de sens parce que Takwa peut commencer son activité en Situn, et je pense qu'ils l'ont même martelé dans l'ouvrage, que voilà, Situn pour nous n'est que le début, en fait. Situn n'est que le début d'une grande et longue aventure. Donc, si les gens justifient les actes de tribalisme qu'ils posent au quotidien par le trop plein amour qu'ils ont pour leurs origines, pour leur village et tout, moi je leur dis désolé, vous êtes complètement à la ramasse, parce que ça n'a rien à voir avec cela. J'aime la région dont je viens. Ça ne veut pas dire que celui qui ne vient pas de ma région n'a aucune valeur. Ça ne veut pas dire que celui qui ne vient pas de ma région ne, comment je vais dire, ne représente rien. Parce que il faut qu'on reconnaisse encore clairement que voilà,
un pays illustre cela aujourd'hui à merveille, même si voilà, avec le temps, il y a des branches qui se développent. Ce pays-là, c'est la France par exemple. La France qui s'est retrouvée sur le toit du monde avec une équipe dont on connaît la constitution. Donc voilà, s'il faut prendre des exemples, autant prendre l'exemple sur ce qui marche plutôt que sur ce qui ne marche pas. Exactement. Et je pense que c'est une question qui doit être méditée. Donc je chute en disant que le tribalisme ne saurait être justifié par l'amour que nous portons pour les régions desquelles nous venons. Le tribalisme trouve sa source dans d'autres considérations qu'il faudrait, qu'il faudrait chercher, qu'il faudrait trouver et éliminer. Voilà. Très belle conclusion en tout cas, étant donné que voilà, le tribalisme ne profite à personne finalement. On ne gagne rien du tout à nous détester et à se jeter la pierre les uns contre les autres. De toutes les façons, nous allons remercier Dany Mfonga d'être passé. Merci une fois encore, je ne sais pas la quantième fois c'est, mais bon, je te dis encore merci parce que c'était un énorme plaisir de t'avoir ici avec nous et de partager avec toi ces instants de philosophie, d'échange, de littérature. Maintenant, on a, voilà, la tête de Steve est un peu, il doit remettre des idées en place plus tard. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Voilà. Il s'en remettra, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En tout cas, merci encore. Je tiens également à te remercier. Rassure-toi, le plaisir a été partagé. Je l'ai dit il y a quelques instants de cela. Pour moi, c'était un échange magnifique, un échange enrichissant. Et puis, j'espère avoir la possibilité, après la publication des autres ouvrages, d'échanger encore avec toi. Évidemment, tu es déjà à la maison, donc ce sera toujours avec plaisir qu'on te recevra ici. Merci une fois de plus, Ghislaine. Je t'en prie. Et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir accordé de votre temps. J'espère que vous avez également passé de bons moments en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous, ou nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une prochaine production de votre émission Balade littéraire. D'ici à là, restez tout simplement connectés sur la page de Vocalis. À très bientôt.